Jonathan, je commence à avoir peur un petit peu parce que je l'ai testé. Les évolutions que l'intelligence artificielle fait en ce moment, c'est wow! Donc, on est de retour pour mon moment préféré de la semaine avec Jonathan Léveillé pour parler des nouvelles du monde des affaires et pour brainstormer un peu de nos différentes organisations. Jonathan, re-bienvenue à une discussion d'affaires. Est-ce que c'est un de tes moments préférés de la semaine également? Oh, que si, mais je pensais, Antoine, maintenant que tes moments préférés seraient d'écrire des articles pour le journal Les Affaires. Oh! Félicitations! Pour ceux qui ne le savaient pas, Antoine est maintenant rendu un collaborateur pour le journal Les Affaires. Donc, Ouais. on a pu voir sa plume s'appliquer dans les dernières journées. Donc, allez voir l'article qu'Antoine a sorti. D'autres à venir, je pense, Antoine, devant nous? Ben oui, d'autres articles à venir. Donc, en gros, pour faire ça très simple avec vous, si vous pouvez, oui, aller lire l'article, me donner du feedback, ça va aider. Ça va également pouvoir voir s'il y a des choses à améliorer, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Il doit y avoir beaucoup de choses qui sont moins bonnes d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc oui, un article par mois pendant 90 jours, c'est ce qui se déroule un petit peu. Et par la suite, si le Journal des Affaires est heureux de ce que j'ai été capable de leur livrer, si les statistiques sont bonnes, donc ça vous invite à aller peut-être lire l'article et le partager un peu avec votre entourage, pourra s'installer peut-être un partenariat un petit peu plus à long terme. En toute transparence, c'est uniquement fait sous base volontaire. Il n'y a pas de rémunération reliée à ça. C'est vraiment une vitrine, un peu une plateforme qui donne à certains créateurs de contenu qu'on pourrait dire entre parenthèses. Puis moi, j'ai décidé de parler sur la seule chose que je connais, le marketing et le monde des affaires. Donc, ça n'a pas été tellement long de trouver je me suis posé la question de me dire de quoi je vais parler. Et ça a pris à peu près 1 minute que je me suis dit, je vais uniquement parler de ce que je connais. Et je pense que ça, c'est une bonne leçon pour n'importe qui nous écoute. Si vous avez à créer du contenu, commencez donc par créer du contenu sur des choses que vous connaissez, que vous côtoyez quotidiennement. Ça va être beaucoup plus facile dans le futur. Et il y a le foot, je pense que tu connais très bien aussi, et le projet que tu chéris depuis un Ouais. bon petit bout qui lance cette semaine aussi également. Donc, manquez pas ça si vous êtes amateur de foot, là. Exact. Donc là, on enregistre, toi et moi, le 1er octobre 2024, Jonathan. Le podcast va paraître le 3 octobre 2024. Et le 3 octobre 2024, on fait le lancement officiel de Histoire de foot qui va se faire via un concours. Donc, on fait tirer, écoute bien un peu, un billet d'avion pour venir à Barcelone ainsi qu'un billet pour aller voir un match de foot du FC Barcelone. Donc, bien entendu, je sais très bien que les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance ne sont pas nécessairement des amateurs de foot, mais s'il y en a quelques-uns parmi vous, allez voir le tout. Je mettrai peut-être également un lien dans les notes de l'épisode. On lance le concours pour créer un petit peu de traction, créer un petit peu de bruit autour du nouveau projet, Jonathan. Il va y avoir plusieurs contenus qui vont sortir autour de ça, un brand, un site Internet, énormément de contenu vidéo. Et le premier épisode, pardonne-moi, sera lancé le mercredi 16 octobre prochain et par la suite s'enchaîne une cadence d'un épisode par semaine ad vitam aeternam. Donc, j'ai 20 épisodes d'enregistrés jusqu'à maintenant, des épisodes qui se sont faits en présentiel. Donc, on en avait déjà parlé sur le podcast. Je vais me donner un défi différent. On a fait assez de podcasts à distance. Je me suis dit, pourquoi ne pas tester le présentiel? 20 podcasts qui ont été enregistrés entre le Canada, la France, l'Espagne et plusieurs villes différentes également au Canada, entre Halifax, Montréal et Québec. Et ça va continuer un petit peu partout en Europe. Donc, l'objectif vraiment avec le podcast, c'est d'aller rencontrer les joueurs de foot, les présidents, les entraîneurs de foot dans leur endroit respectif, bâtir un petit peu une atmosphère intéressante et essayer de retracer et de décortiquer leur histoire de foot. Et on a des très, très belles histoires. C'est un contenu qui est totalement différent. Moi, je dis souvent aux gens qui font du podcasting, tu as 2 types de contenu quand tu fais du podcasting et plusieurs types de création de contenu en général, mais surtout dans le podcasting, tu as ce qu'on peut appeler le contenu veggies et tu as le contenu candies. Donc, le veggie, c'est ce que tu écoutes le matin pour te craquer un petit peu avant le travail, pour avoir un maximum d'informations sur des nouvelles tendances et de trouver des idées. Et le volet un petit peu plus candies, c'est les contenus que tu écoutes pour te relaxer, pour penser à autre chose, où est-ce que tu mets un petit peu ton cerveau à off. Eh bien, c'est la première fois que je vais faire un contenu, je pense, davantage candies ici, qui va être orienté sur un volet un petit peu plus on pourrait dire, d'entertainer un petit peu notre clientèle, de leur raconter des belles histoires de joueurs de foot, de joueuses de foot. Donc, c'est un projet de passion, un projet qui est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, un projet que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'investissement également derrière ça.
On va voir ce que ça donne. Donc, comme Antoine ne fait pas les choses à moitié, en temps, en argent, en effort et en focus, il n'y a aucune autre option que ce soit autre chose qu'un coup de circuit en dehors du stade. Donc, suivez ça, j'ai eu la chance. La pression monte. J'ai eu la chance de voir un trailer, justement, d'un des épisodes et honnêtement, c'est d'une qualité incroyable. Allez voir ça dès que ça va sortir. Je pense que ça va être un succès assuré. On te souhaite tout le succès mérité, Antoine, avec temps et argent et effort que tu as mis. Ben, également, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire bénéficier les gens sur notre podcast de réactions, d'apprentissage un petit peu, parce que toi et moi, on fait du podcasting, on fait beaucoup de contenu comme on le fait aujourd'hui à distance, mais peut-être ça va être intéressant également de voir tout ce qu'on est capable de gagner avec des entretiens en face à face. Là, ça a été vraiment un contenu qui a été travaillé avec vraiment une vision vidéo en premier, hein, c'est-à-dire que les contenus, selon notre hypothèse, risquent d'avoir beaucoup plus de succès sur les médias sociaux, beaucoup plus de succès sur YouTube parce qu'il y a beaucoup d'archives de matchs qu'on va être capable de voir dans des clips, de pouvoir voir dans des podcasts. C'est un contenu visuel qui est très attractif, sachant qu'il y a beaucoup de caméras qui filment le tout en direct. Donc, j'ai très hâte de voir un petit peu l'impact que ce volet vidéo, image de très haute qualité peut amener à la découvrabilité d'un podcast. Hein. C'est pour cette raison-là que beaucoup de gens le font. Donc, bref, selon les apprentissages, selon les bons et les moins bons coups, comme on le sait qu'on va avoir, on partagera nos apprentissages sur nos discussions d'affaires. Et ce que j'admire beaucoup de toi, Antoine, puis je trouve inspirant, puis il y a probablement beaucoup de gens qui devraient s'inspirer un petit peu de ta philosophie, c'est d'avoir une grande conviction en ce que tu dis, ce que tu crois, mais d'avoir une capacité à se remettre en question de manière annualisée pour modifier ses convictions et ses croyances. Exemple, les premières fois qu'on s'est parlé, tu m'as toujours dit, Jonathan, un podcast, le plus important, c'est la rapidité à sortir le contenu. On fait pas de vidéo avec, c'est pas important, pas en présentiel et tu ne démordais pas de ce cadre-là qui, je pense, a très bien servi, là, entre autres, certains des podcasts que tu as. Et aujourd'hui, tu remets en question ça et tu y vas complètement le pied au fond à dire on y va avec une grosse production cinématographique en présentiel à travers le monde. Donc, ça va être le fun de comparer ça d'un podcast à l'autre. Et tout à ton honneur d'être très certain quand tu crois en quelque chose, mais de le remettre en question et de ne pas hésiter à être humble, à dire j'ai dit ça, aujourd'hui, ça ne s'applique peut-être plus. Et maintenant, on pivote pour autre chose. Très inspirant de te voir aller là-dessus et très convaincant aussi de t'entendre d'étape en étape, comment tu réussis à faire bouger les projets et les amener au prochain niveau. Fait que chapeau à toi, Antoine, et on devrait tous s'inspirer un petit peu de cette philosophie-là de gestion. Donc, voilà. Mais c'est gentil, Jonathan. Puis je pense que les créateurs de contenu sur Internet te rendent humble. Hein? Quand tu les vois avec des nouvelles approches de création de contenu, je ne sais pas si tu as vu un petit peu le documentaire Kaizen qui est sorti sur YouTube il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines de cela maintenant. C'est un créateur de contenu début vingtaine. Il est sur YouTube depuis que l'âge de 11 ans, donc il crée du contenu sur YouTube depuis que l'âge de 11 ans. Il est allé escalader l'Everest et il a tout documenté de A à Z et le contenu est d'une qualité cinématographique jamais vue. Ça a révolutionné les cadres YouTube et le contenu était tellement de qualité qu'il y avait les salles de cinéma en demande qui disaient on veut la première de ça. Et quand il a lancé le tout, il l'a lancé dans les salles de cinéma au départ. Et je pense qu'il l'a vendu pour peut-être 400 000 places de personnes qui sont allées voir le tout au cinéma. Et après 3-4 jours sur YouTube, son vidéo avait cumulé 30 millions de views. Et quand tu regardes les créateurs de contenu, à quel point la création évolue vite, tu te rends compte que le gap, vraiment le gap entre la qualité du contenu provenant, on pourrait dire, entre parenthèses, de médias traditionnels versus la qualité de contenu qui provient de médias indépendants, de créateurs de contenu, se rétrécit de jour en jour. Et c'est de se dire à quel point, ultimement, c'est à quel moment qu'il va simplement y avoir cette intersection entre les deux médias et on va simplement appeler ça du contenu, hein? Et on y approche, Donc, je pense que quand on voit l'accélération des différents créateurs de contenu, ça oblige aussi à se remettre en question sur certains aspects. Donc, à voir. J'ai bien hâte de vous sortir les chiffres, de vous dire qu'est-ce qu'on ressort un petit peu de l'apprentissage avec Histoire de foot. Mais il y a quand même un aspect qu'il faut, je pense, garder en tête dans la logique de produire du contenu. J'appelle ça un petit peu le concept de la start-up ou de la vallée de la mort. Plus qu'on avance dans une visée de produire du contenu, plus la barre minimale acceptable de l'audience s'élève en termes de qualité et en termes de comment c'est produit puis comment c'est distribué. Donc, le coût de production ne cesse d'augmenter de trimestre en trimestre de manière faramineuse.
Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus qui réussissent à se rendre de l'autre côté du gouffre pour être capable de monétiser ou de rentabiliser cette opération-là qui est requise en termes d'équipement et en termes de pouvoir d'humain qui va venir réussir à amener ça dans une qualité qui est incroyable au bout de la ligne. Donc, je pense qu'on va voir beaucoup de gens le faire, mais peu être capable de le rentabiliser. Ceux qui vont réussir à le rentabiliser vont avoir des parts de marché incroyables et se démarquer en termes de puissance de toucher l'audience au final. Donc, ça va être quand même intéressant à regarder. Donc, même chose qu'une startup, sur 10 personnes qui vont se lancer, il y en a 9 qui vont perdre beaucoup d'argent et qui vont se ramasser dans un petit coin sombre. Un qui va réussir à avoir un coup de circuit en dehors du stade. Donc, il y a cet aspect-là qu'on ne voit souvent pas derrière le rideau qu'il faut porter, je pense, attention quand on veut se lancer dans la production de contenu. Là. Mais je pense que ton point est excellent et tellement vrai que dans des contenus un petit peu plus à plus fort marché qu'une très, très grande audience qui peut consommer, c'est très, très souvent ce qu'on appelle en anglais des catégories winner takes all. Un peu comme en technologie, c'est-à-dire que le numéro 1 gagne toutes les parts de marché et peu de gens se rappellent du numéro 2, du numéro 3. Donc, effectivement, il y a ça qui se déroule. Ceci étant dit, pour les gens qui nous écoutent et qui sont davantage dans la catégorie contenu veggies, c'est-à-dire d'éducation pour promouvoir leur organisation, comme le podcast Hypercroissance, comme le podcast Pivot de Jonathan, comme le podcast, les différents autres podcasts que J7 font, que J7 fait au quotidien. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ces contenus-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des très, très grandes audiences pour avoir des résultats. Et il est là vraiment la distinction qui est importante de faire entre ces différentes catégories de contenus-là. C'est-à-dire, il peut y avoir des contenus qui sont faits pour des très petites niches. Et vous, pour votre organisation, sachant que le contenu s'adresse parfaitement à la niche, répond à un besoin, répond à des questions de la niche, est capable d'avoir une offre subséquente qui provient un petit peu de l'animateur ou de l'entreprise qui produit le podcast. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Vous pouvez faire beaucoup d'argent. Mais si vous rendrez un petit peu à vouloir compétitionner contre les géants de Hollywood, oui, là, on rentre dans ce que tu l'as très bien dit, un petit peu la vallée de la mort. Tu te bats contre des productions qui ont beaucoup plus d'argent que toi et il va avoir très, très peu de gagnants à la fin de la journée. Mais essayez quand même de catégoriser qu'est-ce que vous voulez dire par si c'est fonctionnel ou non. Moi, je pense qu'un podcast qui fait 300, 400, 500 écoutes par épisode, qui répond à une niche précise et qui amène un flot constant de prospects pour une organisation, c'est un succès sur toute la ligne. C'est un succès sur toute la ligne. Comparativement peut-être à un podcast qui va faire des dizaines, voire des milliers, des centaines de milliers de views, mais que malheureusement, ces écoutes-là n'ont pas une attache précise à l'animateur, il n'y a pas une offre subséquente derrière, donc la capacité de monétisation est difficile. Et la nuance, elle est très importante à considérer parce que, je le répète, le podcast Hypercroissance n'a pas des millions d'auditeurs, mais on l'a vu quand toi et moi, on a organisé ensemble les panels d'Hypercroissance à la fin mai, Jonathan. Il y avait une belle audience qui était là. Oui. Il y avait une belle audience qui était là. Puis, vous verriez les chiffres du podcast. Puis d'ailleurs, je n'ai pas de problème à le dire pour les chiffres du podcast. D'ailleurs, on a à peu près, je vous dirais, 300-400 personnes par jour qui écoutent le podcast. Donc, si on fait le tout à la fin du mois, entre 10 et 13 000 personnes qui vont écouter le podcast. Donc, ça, c'est les écoutes qu'on a. Et on a été capable, simplement le mentionnant sur notre podcast, de dire « Hey, venez à un événement, Jonathan, moi et d'autres personnes qui sont venues sur le podcast dans le passé, on va discuter ensemble. » Et on a eu 200 personnes sur place sans faire de publicité ou rien, simplement le mentionnant sur le podcast. Donc, à cause que le sujet était niche, à cause qu'on a été capable d'être rigoureux, constant chaque semaine et que l'audience s'est retrouvée à l'intérieur de notre message, bien là, on est capable de bâtir un petit peu cette cohésion-là avec eux, de les transférer dans un endroit physique sans avoir une grosse audience. Donc, il y a aussi ça à considérer, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Antoine, je t'amènerais peut-être sur le prochain sujet. J'aimerais ça parler un petit peu de OpenAI. Oui. Première question pour toi, Antoine. As-tu essayé la nouvelle fonctionnalité qui permettait de discuter en audio en temps réel par l'application mobile? Je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir cette mise à jour-là et de l'essayer. Ah, Jonathan, je commence à avoir peur un petit peu parce que je l'ai testé. J'ai testé également le O1 Preview qu'ils appellent et wow! Autant que ça a été impressionnant quand ChatGPT est arrivé il y a 2 ans de cela maintenant, mais les évolutions que l'intelligence artificielle fait en ce moment, c'est exceptionnel. Et je sais pas pour toi, mais moi, l'IA maintenant est rendue collée dans mon quotidien dans à peu près toutes les tâches que je fais. Et je mixe certaines IA
Quand je fais des recherches pour des entretiens, je veux beaucoup utiliser Perplexify. Je vais mixer par la suite avec ChatGPT pour essayer d'améliorer certaines de mes questions, faire des recherches. Et ça augmente tellement la qualité d'informations que je peux avoir pour mes invités qui vont venir sur mon podcast et la vitesse que je suis capable de bâtir des questions. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres. Donc oui, je l'ai utilisé, je trouve ça exceptionnel, mais je serais curieux également de t'entendre ici parce que les avancées sont impressionnantes. Écoute, Antoine, depuis qu'ils ont sorti le modèle 4O il y a quelques semaines, le modèle O1 qui permet de réfléchir un peu plus loin et surtout le modèle audio en temps réel dans les dernières journées, je pense qu'il n'y a pas une journée que j'utilise pas ChatGPT puis je me dis ça n'a pas de sens le résultat que ça me donne dans l'angle que la réponse, elle est incroyable à chaque fois. On aurait dit que c'est de la magie qui sort du système. Et juste pour te donner l'exemple, pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, la nouvelle fonctionnalité d'audio en temps réel, faites juste désinstaller l'application sur votre téléphone, réinstallez-la. Il y a de fortes chances que vous ayez la dernière version qui vous permet de tester cette fonctionnalité-là, qui lance étape par étape là, pour pas que ce soit tout le monde en même temps. C'est plus rapide et plus efficace que de parler à un humain. On est capable d'avoir une conversation comme dans la démo qu'ils ont faite il y a quelques mois, que je pensais que c'était une démo qui était truquée, que si sa réponse ne s'en va pas du bon côté, on peut parler par-dessus l'intelligence artificielle, il va arrêter, il va comprendre et ça prend moins de délai de réponse qu'un humain normal. Je comprends pas comment ils sont capables de comprendre aussi rapidement ce qu'on dit, de le contextualiser, de faire une recherche, de le retourner après ça sur nos appareils mobiles et on parle de quelques millisecondes qui est un délai plus faible qu'un humain normal. Écoute, la quantité de cas que je l'ai utilisé dans les dernières journées, dès que j'ai une question que je me pose sur quelque chose, à la place d'essayer de trouver un expert dans mon entourage, j'ouvre ChatGPT Audio et je me mets à converser avec comme si c'était un expert qui était à côté de moi sur le coin de mon bureau constamment. Ça fait aucun sens. C'est un bel exemple que je peux donner concret. Hier, j'étais en mode de réactualiser mon testament. Donc, j'ai eu une discussion avec le notaire dans la journée. Puis là, le soir, je pensais à d'autres possibilités. Et j'ai fini pratiquement toute l'écriture de mon testament seul avec ChatGPT et à converser avec la fonction audio. Et je vous jure que le résultat final de ça aurait probablement pris un 10-15 heures d'aller-retour avec le notaire. Et là, j'ai hâte d'avoir la réponse du notaire quand il va voir ce que j'ai envoyé en moins d'1 heure de travail. Il va dire, mon Dieu, ça n'a aucun sens. Complètement hallucinant. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce qu'aujourd'hui, je veux vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez, pour votre entreprise, engager quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre transformation numérique? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à écouter le message qui suit. Nos bons amis chez Hello Darwin. Hello Darwin, qui est une entreprise qui aide les organisations comme la vôtre à aller chercher différentes subventions. Eh bien, nos amis chez Hello Darwin nous ont parlé d'une nouvelle subvention qui s'appelle Novascience, qui permet aux entreprises provinciales du Québec de pouvoir subventionner jusqu'à 50% le salaire d'une nouvelle embauche que vous allez faire pour quelqu'un dans la transformation numérique. Et cette subvention peut aller jusqu'à 75 000 $. Et la beauté avec Hello Darwin, c'est qu'ils vont faire les démarches avec le gouvernement provincial de A à Z pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous leur dites que vous êtes intéressé par la subvention. Eux vont prendre vos informations, vont faire le travail pour vous et ils vont être capables par la suite d'aller chercher la subvention. Et bonne nouvelle pour les auditeurs du podcast Hypercroissance, vous avez droit à 10% de rabais sur les services de Hello Darwin si vous vous rendez au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, rendez-vous sur le site Internet. Je vais également mettre un lien dans les notes de l'épisode. Parlez avec l'équipe de Hello Darwin. Allez chercher les subventions que vous avez le droit parce qu'au Québec, 80% des entreprises qui demandent pour des prêts, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises qui demandent pour des subventions et Hello Darwin est capable de faire le travail pour vous. Donc, rendez-vous sur le site web et allez chercher l'argent qui vous revient. De retour à l'épisode en cours. Si c'était pas déjà assez clair qu'il va y avoir une révolution incroyable dans le monde des affaires, j'espère que les gens reçoivent un petit peu le signal parce que je l'avais dit sur le podcast il y a quelques semaines de ça, les standards vont changer. Ce qu'on va demander à nos équipes en termes de résultats final, de travail à faire, va changer parce que
c'est impressionnant, c'est ahurissant, je dirais même, la productivité que tu es capable d'aller gagner avec ces différents outils-là. Et j'utilise le terme différents outils. Tu as beaucoup parlé de ChatGPT, puis je pense qu'ils ont une longueur d'avance. Et c'est ça que je trouve qui est très, très impressionnant, parce qu'on va pouvoir peut-être également, ça va faire un segment aussi à parler de ce qui se passe chez OpenAI aussi de leur côté, parce que je pense que très peu de gens auraient pu miser que même après 2 ans, ils resteraient les leaders. Pourquoi? Pourquoi on aurait pu, ça leur a été difficile de penser qu'ils seraient restés les leaders? Ben, simplement parce que, oui, ils ont levé de l'argent, mais les autres entreprises contre qui ils compétitionnent ont les poches pleines, ont les plus grands talents du monde et sont sur le marché depuis plus longtemps. On pense au Google de ce monde, on pense au Microsoft de ce monde, on pense au Meta de ce monde et loin de moi l'idée de dire qu'ils font un mauvais travail, mais ce qu'on est capable d'aller chercher, ils sont en retard, exactement. Je pense que le terme à utiliser ici, c'est qu'ils ne sont pas au même endroit. Ils avancent rapidement, mais ils ne sont pas au même endroit. Donc, même 2 ans quasiment après le lancement de leur premier produit, et peut-être que tous les produits étaient déjà prêts dès le lancement, ils avaient prévu tout ça, ils sont encore en avance. Et là, bon, si on fait écho à ce qui se déroule, ronde de financement qui sont en train de finaliser au moment où on se parle, avec une valorisation de l'entreprise à 150 milliards de dollars. Il y a des nouvelles et quand même Bloomberg avait même sorti un article là-dessus. Plusieurs gros médias ont sorti des articles là-dessus. Je pense, il faudrait que je contre-vérifie. Je pense que ça a été peut-être démenti par Sam Altman lui-même, mais à contre-vérifier. Dans la ronde de financement où est-ce que l'organisation aura une valorisation à 150 milliards, 7% des parts de l'organisation seraient données à Sam Altman. Donc, si on fait le calcul, vite fait, 7% doit donner à peu près un 10 milliards de dollars. On s'y attendait, puis je pense. US, exactement. On s'y attendait, puis je pense que ça fait du sens. Puis de toute façon, si tu regardes la trajectoire de l'organisation au moment où on se pense, c'était 4 milliards à peu près de ARR, donc de revenus annuels récurrents que l'organisation générait déjà. Si on est capable simplement de faire un petit peu d'extrapolation, assumant qu'il continue sur ce rythme-là et que l'année prochaine, c'est 8 ou 10 milliards, on se rend compte que oui, c'est une valorisation à un certain prix, mais c'est pas démesuré non plus à la vitesse de croissance qu'ils ont et surtout dans la catégorie dans laquelle ils sont en train de s'installer. Ben, je mettrais 2 bémols là-dessus. Je veux juste faire une micro-parenthèse sur Sam Altman, 7% à 10 milliards US. On se rappelle qu'il s'est fait mettre dehors il n'y a pas si longtemps de ça d'OpenAI. Il est de retour. Donc, c'est un retour qui est quand même très enrichissant si ça se concrétise au bout de la ligne. On n'avait pas cette vue-là qu'il aurait potentiellement autant d'actions s'il y avait une conversion d'entreprise en mode profit, for profit. Parce que effectivement, la société est en train de totalement changer. Pour faire cette nouvelle ronde de financement-là, pour intégrer des nouveaux investisseurs, ils sont en train de créer une sous-coquille de l'organisation qui, elle, va simplement avoir une vocation à profit. Donc, toute la structure initiale avec laquelle elle avait été fondée autour d'une organisation sans but, à but non lucratif, on est en train de segmenter le tout. Bref, ça reste super compliqué. Mais essentiellement, la nouvelle ronde de financement va uniquement être orientée avec l'organisation qui est à profit. Donc, valorisation selon les échos, selon les nouvelles, à 150 milliards de dollars. À confirmer, mais on dirait que Sam Altman va avoir 7%. Et pendant ce temps-là, compte du malheur, tout le monde quitte l'entreprise. T'en penses quoi de tout ça? Mais avant d'aller plus loin sur tout le monde quitte l'entreprise, ils lèvent un 6-7 milliards, mais ils perdent présentement, selon des sources quand même assez certaines, 5 milliards par année. Donc, ça les amène pas très loin avec une ronde de financement. C'est ça, on se dit, c'est pas si pire 5 milliards, mais... 6-7 milliards, il y avait levé 15 milliards l'année passée, par contre. Ça veut dire que leur prédiction, si je parle en termes technologiques, c'est que leur coût devrait diminuer de manière très drastique en avant pour être capable d'aller plus loin qu'un 12 à 18 mois devant nous. Donc, ils ont probablement dans leur carte ou dans leurs mains une amélioration technologique qui va diminuer beaucoup le coût. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui se passe en arrière derrière tout ça par rapport au coût. Il y a un grand élément de flou. Si on recule en juin passé, Apple a signé une entente avec eux pour intégrer le LLM d'OpenAI derrière la technologie d'Apple au niveau Siri, qui est en train d'être lancé sur iOS 18. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Je l'ai essayé. Je ne l'ai pas essayé. Très déçu. C'est vraiment très, très, très limité. C'est très loin de ce qu'on est capable d'avoir dans l'application d'OpenAI à l'heure actuelle. Donc, il doit ne pas leur donner probablement la dernière technologie. Mais si on se fie à certaines sources qui sont sûres, Apple va payer $0 à OpenAI pour intégrer la technologie.
Donc, regardez bien ce qui se passe en arrière. Ils ne savent pas encore combien ça va coûter de coûts pour qu'il y ait des centaines de millions d'usagers d'Apple qui vont utiliser OpenAI. C'est OpenAI qui va payer la facture d'utilisation, qui généralement, ces dollars-là vont être envoyés à qui? À Microsoft, parce que l'infrastructure en arrière, c'est Microsoft qui l'a. Et qui est le plus grand financier, entre autres, d'OpenAI? C'est Microsoft. Donc, Microsoft paye OpenAI pour que l'argent retourne sur Microsoft au bout de la ligne pour qu'Apple en bénéficie derrière tout ça. Donc, il y a un jeu d'argent qui se passe en arrière qui est complètement hallucinant, qui est au bout de la ligne au bénéfice de Microsoft, encore une fois. Ça circule de Microsoft à Microsoft. Et c'est là qu'on voit que les joueurs comme Apple et Amazon sont vraiment en arrière de tout le monde au niveau de l'intelligence artificielle qui favorise surtout Apple et Microsoft, exactement. Mais Amazon aussi, ils ont, je pense, remercié le chef de l'intelligence artificielle pour le remplacer par une autre personne, qui est un signe qu'il y a vraiment une problématique au niveau de où est-ce qu'ils en sont en termes d'avancée technologique là-dessus. Et tout ça nous amène effectivement au sujet que 3 grands départs chez OpenAI dans les dernières journées. La chef de la technologie, Mira Murati, qui était supposée prendre la place de Sam Altman. Ouais. On a Bob McGrew, qui est le VP Recherche, et Barrett Zoff, qui est également... Barrett Zoff, qui est le VP Recherche, et le chef de la recherche était Bob McGrew également. Donc, 3 têtes dirigeantes extrêmement fortes qui décident de quitter le bateau chez OpenAI dans un vent où ce que la technologie arrive de manière incroyablement rapide au marché et positivement, et des sous qui sont levés à une vitesse incroyable. Donc, à voir où est-ce que ces talents-là vont aller se placer dans quelle compagnie, parce que c'est probablement ce qui va venir régler le problème de Apple et d'Amazon, entre autres, pour réussir peut-être même de Google et de Facebook, là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que j'ai envie de vous parler d'un nouveau partenaire pour le podcast et j'ai nommé l'École d'entrepreneurship de Beauce. Si vous êtes un entrepreneur et vous cherchez à passer à la vitesse supérieure, l'École d'entrepreneurship de Beauce, fondée par Marc Dutil, est l'endroit parfait pour vous. Et ce que je trouve totalement fascinant, c'est que depuis que j'ai lancé le podcast Hypercroissance en 2018, j'ai des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui sont également passés par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mais ils ne sont pas seuls parce qu'il y a eu plus de 1100 entrepreneurs diplômés depuis le lancement et l'EB offre des programmes adaptés à tous les niveaux, comme le programme Élite pour les entrepreneurs expérimentés et le programme Émergence pour ceux qui souhaitent consolider leur leadership et également faire avancer leur entreprise qui débute. Et ce qui rend l'EB unique, c'est son approche entrepreneur à entrepreneur où des chefs d'entreprise expérimentés vous enseignent directement les clés du succès et comment faire croître son entreprise ou même la faire passer en hypercroissance. Donc, si vous êtes prêt à vous entourer des meilleurs et à propulser votre entreprise à un autre niveau, découvrez l'EB sur eebauce.com. Donc, je le répète, eebauce.com. Et c'est l'école qui a transformé le parcours de tant d'entrepreneurs québécois. J'ai l'impression qu'en ce moment, 1 an plus tard, on commence à avoir des réponses de pourquoi Sam Altman peut-être avait été mis à la porte. Parce que, ultimement, il n'y a pas de fumée sans feu. Beaucoup de rumeurs à l'époque étaient sorties comme quoi qu'il portait moins attention à tout le volet sécurité relié à l'IA, qui beaucoup des promesses à la base sur quoi l'organisation avait été fondée étaient tranquillement délaissées. Et si tu regardes de plus en plus dans les gens qui quittent l'organisation, c'est des gens qui étaient très, très orientés au niveau de cette mission, au niveau de cette sécurité concernant l'IA. Et également, peut-être qu'il y a des divergences de vision sur un paquet d'endroits, mais c'est impressionnant à quel point que l'équipe de direction, une personne après l'autre, est en train de partir. Et là, soyons clairs également, la personne qui vient tout juste de partir, la CTO, beaucoup de gens la voyait littéralement comme la rockstar de cette entreprise. Bien entendu, il y a Sam Altman. On voit à quel point il est important quand l'entièreté de l'organisation l'année dernière voulait le suivre chez Microsoft quand il n'a failli pas revenir. Mais la CTO était de loin la numéro 2 et elle qui était pressentie si Sam Altman quittait, et même quand il l'a quitté, pour devenir la CEO. Elle avait refusé à l'époque et une autre personne était embarquée. Mais ça, je crois que ça doit quand même être inquiétant pour certains investisseurs du passé. Les nouveaux investisseurs qui arrivent et qui voient l'organisation grandir, bon, ils rentrent dans le jeu, ils mettent leur argent, puis je pense qu'ils sentent faire un bon investissement et je pense qu'ils font un bon investissement tout de même. Et les investisseurs du passé qui voient tout ça évoluer, qui ont vu l'entreprise grandir depuis un bon bout de temps, qui ont vu qui a bâti les fondations, j'imagine qu'il y a des réflexions qui se posent. Et si on regarde également pour
les gens qui sont partis, elle a définitivement laissé entrevoir le fait qu'elle allait lancer peut-être sa propre entreprise d'intelligence artificielle. Donc ça dit quoi? Si tu es dans la numéro 1 mondiale, si tu es dans l'entreprise numéro 1 mondiale dans cette catégorie et que tu es la numéro 2 et qu'on pense à toi pour devenir numéro 1 et que tu quittes pour, c'est pas confirmé encore, peut-être lancer ta propre entreprise et que ses cofondateurs ont quitté également pour lancer leur propre laboratoire AI et qui viennent de lever $1 milliard, Igor, pour son laboratoire de AI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui était sorti l'année dernière sur cette sécurité, cette vision qui n'était pas à la base reliée à la création de l'organisation, selon moi, d'un point de vue externe, s'avère vrai. Ou du moins, on commence à avoir un petit peu plus d'informations sur des choses que beaucoup de gens avaient pressenties l'année dernière. Ce qui est triste derrière tout ça, c'est qu'il faut se poser la question éthique et politique. La compagnie qui va gagner cette course-là sur une longue échelle de temps, est-ce que ça va être la compagnie qui va avoir été la plus cow-boy au niveau protection des données et éthique dans l'utilisation de l'AI, la moins prudente au bout de la ligne, parce que c'est une course contre la montre. Beaucoup de joueurs et de compétiteurs à OpenAI prônent le côté de rendre les données très privées, confidentielles, de faire attention, de piloter les modèles, mais ça leur donne tout le temps 6 mois, 12 mois, 18 mois de retard sur OpenAI. C'est triste à dire, mais je pense que la compagnie qui va gagner cette course-là vers l'intelligence artificielle générale va être probablement celle, malheureusement, qui va mettre de côté le côté sécurité, le côté éthique également de la chose. C'est un peu ce qu'OpenAI est en train de faire, alors que c'était complètement supposé être l'inverse au départ de l'entreprise. Et si des compétiteurs partent aux trousses d'OpenAI, mais qu'ils ont des bâtons dans les roues au niveau sécurité et côté privé des données, ils ne seront jamais capables de rattraper OpenAI. Et c'est triste à dire, je le dis moi-même, puis je trouve que ça fait aucun sens au niveau éthique et pour nous-mêmes comme un des mortels que ça soit ça la réalité. Mais tristement, c'est ça qui va arriver. C'est carrément ce qui va arriver, là. Ben, si c'est ça qui arrive, Jonathan, il y a toujours un retour du balancier. On n'a qu'à penser à Microsoft qui s'était fait priver au début des années 2000 de beaucoup de permissions. Puis c'est d'ailleurs ce qui les a ralentis à intégrer le téléphone dans leurs sources à produits. Hein. C'est ce qui leur a fait prendre un certain retard. On a juste à penser également à Meta. Après les élections, à quel point ils se sont fait taper sur les doigts, les régulations, les amendes qu'ils ont eues de 5 milliards de dollars. Ultimement, il y a un certain retour du balancier qui s'installe. Ça peut prendre du temps. Il faut également que tu sois un énorme joueur. Donc, à voir également ce qui va se passer. Moi, ce que je crois qu'il va se dérouler quand même avec OpenAI, c'est que ça ne sera pas tellement long non plus qu'on va avoir une émission publique. Si l'organisation a levé de l'argent avec une valorisation à 150 milliards de dollars, ça veut dire que quoi? La prochaine ronde va être à quoi? 200, 300 milliards de dollars? Si on regarde, il y a très, très peu d'organisations dans le domaine public en ce moment qui ont ces valorisations-là. Il n'y en a aucune dans le privé d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression que si ce n'est pas une question d'1 an, 2 ans, ça va arriver assez rapidement et c'est également une très, très bonne manière d'aller générer de l'afflux de capital. J'aurais peut-être une opinion différente là-dessus, dans le sens que si on regarde décennies des années 80, ça a été beaucoup Apple, le grand joueur qui a bougé, qui est devenu public. Après ça, Microsoft, fin des années 80-90. Dans ces décennies-là, le capital était difficilement disponible et en abondance dans le marché. Ce que j'ai comme perception présentement, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas réussi à les déployer dans les dernières années. Et il y a beaucoup de family office également qui ont des millions, voire des milliards de disponibles qui ne travaillent pas bien présentement parce qu'ils n'ont pas aucun endroit où le déployer. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont probablement tenter de retarder le plus loin possible l'entrée en bourse parce qu'un coup qu'on est rentré en bourse, les règles vont changer au niveau de l'éthique, la conformité et la confidentialité des données. Ils peuvent y aller un peu en mode cowboy présentement parce qu'ils sont en privé. Et les gens sont corrects de mettre de l'argent là-dedans parce qu'il y a tellement d'investisseurs que s'il arrive quelque chose à OpenAI, c'est OpenAI qui va être visé et non les gens qui ont financé l'opération en arrière. Donc, je pense que tout le monde a avantage à essayer d'étirer ça le plus loin possible et qu'il y a probablement quand même une grande capacité financière dans l'écosystème de mettre de l'argent dans une licorne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Pour moi, OpenAI et ce que OpenAI a apporté comme technologie, c'est plus fort que l'arrivée de l'Internet, là. Ou du moins égal. Ça, c'est clair. Je suis convaincu qu'on est plus loin avec l'arrivée d'Internet parce que l'Internet amenait l'information à circuler. Maintenant, on est capable d'avoir accès à l'ensemble de l'information disponible en quelques millisecondes, ce qui révolutionne complètement pratiquement toutes les industries. Donc,
à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que l'Internet qui a pris du temps à acheter du matériel, à l'implanter physiquement à l'échelle mondiale. Donc, moi, je suis convaincu qu'on est dans une révolution qui va plus loin que l'Internet et qu'on est au début de la capacité qu'on va être capable de déployer dans nos organisations. Oh, ça se peut très bien. Puis écoute, il y a une possibilité également avec ce qu'on appelle des secondary, où est-ce que les gens qui avaient des actions initiales de OpenAI sont capables de revendre pour refaire un petit peu d'argent. Ultimement, ils vont avoir envie, les investisseurs, de voir la liquidité au bout de leur investissement. Mais la limite semble... il n'y a pas l'air d'avoir tellement de limites au moment où on se parle pour une organisation comme OpenAI, parce que on voit des changements marquants, frappants dans notre quotidien avec cette technologie-là, mais entre toi et moi, Jonathan, on sent qu'on n'a même pas touché la pointe de l'iceberg encore. C'est ça qui est vraiment, vraiment frappant avec cette technologie-là. C'est que si tu es moindrement capable d'être créatif sur ce qui peut se passer avec des technologies de la sorte, tu peux te rendre compte que les choses vont aller assez vite. Et enlevez-moi OpenAI aujourd'hui, là, enlevez-moi ChatGPT de mon ordinateur, là. Honnêtement, là, je vais crier, là, ça fait pas de sens parce que... Oui, exactement, c'est rentré dans notre quotidien. Ouais. C'est plus un nice to have, c'est un must have. Si je n'ai pas mon ChatGPT d'ouvert pour une bonne majorité de mes tâches, ça va me prendre 5-10 fois plus de temps que le réel que je suis rendu habitué que ça devrait me prendre. Donc, ils sont, en tout cas, dans mon quotidien, puis on en parlait hors d'onde, je pense dans le tien aussi, c'est rendu tellement implanté et à grande valeur ajoutée qui pourrait doubler ou tripler le prix. Et moi, je continuerai à payer, c'est sûr et certain. Puis comme tu dis, on est à la pointe de l'iceberg de ce qu'ils vont livrer comme valeur, je pense. Effectivement. Fantastique. Merci, Jonathan. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.